Bonjour à tous, bienvenue à cette 14e rencontre de la table de concertation en littératie numérique du Québec. Je rappelle que cette rencontre est enregistrée, donc elle pourra être rediffusée, partagée aux membres. Et nous abordons la thématique de la sobriété numérique pour cette rencontre-ci avec nos invités que je vous présente dans un instant. Donc, sentez-vous bien à l'aise de mettre votre caméra ou non. On prendra un petit moment là, après les annonces pour faire une photo de groupe. Et je saute justement tout de suite dans les petites annonces et l'ordre du jour. Donc, première partie d'environ 50 minutes en format table ronde. Et nous avons trois invités avec nous, dont Julie April, qui est conseillère pédagogique au Service national du récit, domaine du développement de la personne, qui a entre autres créé l'outil, l'activité le libre de droit Donnez-moi de l'oxygène, un jeu de mots avec donner. Daria Marchenko, fondatrice du projet d'impact social Ecoist Club, présentement au doctorat en marketing à HEC Montréal. Et Guy Desrosiers, président-directeur général de Capsana, donc c'est l'organisation derrière l'initiative Pause, donc qui est à la fois une campagne et plusieurs ressources offertes qu'on peut retrouver sur pausetonecran.com. Et alors, bienvenue à vous trois. Merci d'être parmi nous. Et en deuxième partie, un moment réseautage et atelier collaboratif en sous-groupe qui sera animé par ma collègue Inès Chifiri, qui a rejoint l'équipe cette année, chargée de projet de production là, pour le projet Jeunesse QC 2030. Donc, elle sera responsable de garder le temps, de s'assurer qu'on ne déborde pas trop pendant ces blocs-là et aussi vous présentera là, en deuxième partie l'atelier. Le mois numérique Jeunesse, que je venais juste de mentionner, a lieu du 1er février au 8 mars cette année. L'appel est déjà lancé. Donc, Inès vous partage tous ces liens en commentaire. Et notre collègue qui est avec nous aujourd'hui aussi, Raphaël Descaries, est là en soutien si vous avez toute question là, concernant votre mise en candidature comme collaborateur pour présenter à la programmation des activités ou des ressources. Elle se fera un grand plaisir de vous conseiller, de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et finalement, ben, on est toujours en développement là, pour le projet de guide référentiel sur la cyberintimidation. Il y a un troisième focus group, donc groupe de discussion avec des experts. Ça peut être parents, enseignants, des personnes qui travaillent dans qui peuvent de toute façon là, intervenir auprès des jeunes en situation de cyberintimidation puis qui ont à cœur ce sujet-là. Donc, on se rassemble début décembre pour cette troisième rencontre. On aura une deuxième phase du projet en 2024 où là, il y aura des rencontres de co-création pour vraiment faire un guide avec des solutions, des outils intéressants là, en ce qui a trait à la cyberintimidation. On peut enchaîner donc avec notre table ronde et nos invités. Et je les invite à se présenter à vous en commençant par Julie April. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai apporté aujourd'hui la lunette un peu du milieu de l'éducation là, à cette discussion. Je suis issue de l'enseignement secondaire en univers social, éthique et culture religieuse. Et depuis quelques années maintenant, je suis conseillère pédagogique au service du développement de la personne. C'est le récit, en fait, est un réseau qui vise le développement de la compétence numérique dans le milieu scolaire. Donc, voilà. Merci, Daria. Bon matin, merci pour l'invitation. Je m'appelle Daria Marchenko, je suis fondatrice de Ecoist Club. Ecoist Club, c'est un projet d'impact social qui accompagne des communautés et des entreprises dans la transition numérique durable. Pour dire simplement, en fait, moi j'étais à la base photojournaliste, artiste numérique et en 2018, je me suis intéressée à l'impact environnemental du numérique et j'ai commencé à me poser des questions, à poser des questions aux autres et finalement, Ecoist Club a créé plusieurs projets. On peut calculer l'empreinte carbone, on peut s'intéresser au droit à la déconnexion, on peut parler de l'éco-conception web. Donc, on avance par mini-projets et c'est pour ça qu'on est assez versatile et donc on aborde plusieurs sujets parce que la transition numérique durable, c'est un sujet très, très complexe. Merci. Guy Desrosiers. Oui, bonjour tout le monde. Content de me joindre à vous pour cette première fois. Je suis PDG de Capsana. On est derrière une campagne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pause, une initiative Pause dans laquelle il y a un site web notamment là, que vous pouvez trouver à pausetonecran.com
qui vise à prévenir l'UPI, dans le jargon plus scientifique, l'utilisation problématique de l'Internet, mais c'est pour un usage qui nous fait du bien, en fait, aider les gens à se démêler dans ça, aussi bien les individus, les parents, les jeunes, que les professionnels du réseau de la santé ou de l'éducation. Nous, on est une organisation attachée à la prévention là, de l'Institut de cardiologie de Montréal et nos mandats nous viennent pour la grande majorité du ministère de la Santé. Je pourrais commencer, si vous le voulez bien. C'est sûr qu'un usage modéré, bon, ça dépend pour qui, hein, ça se définit un peu différemment pour chacun. L'usage est maintenant plus complexe, hein, ça peut être à des fins de communication, à des fins de travail, à des fins de socialisation, ou à des fins de loisirs. Nous, on se plaît à dire qu'il y a comme trois grandes composantes pour en définir un usage qui nous fait du bien, à savoir quel est ce contenu, à, à quel moment et avec qui on le consulte. Tu sais, si on consulte, par exemple, des réseaux sociaux entre minuit et 2 heures du matin avant de se coucher ou qu'on fait des jeux vidéo dans ces heures-là, c'est peut-être pas idéal. Alors ça aussi, ça peut nous faire du bien ou ça peut nous faire du mal. Alors c'est toujours être conscient de cet équilibre-là qui existe, mais il y a aussi la composante de temps qu'on ne peut pas ignorer parce que les recherches qu'on fait nous confirment là, que la consommation excessive, si on peut dire, dès que ça dépasse plus de 4 heures, ça double certains méfaits potentiels là, sur la santé, que ce soit l'estime de soi, l'insatisfaction, la santé générale, les troubles de l'attention, les troubles anxieux. On sait aussi qu'il y a un lien entre le temps d'écran et la problématique poids, parce que ça a un lien avec le sommeil, la sédentarité et aussi la qualité de l'alimentation. Alors, la santé oculaire aussi peut être affectée chez les jeunes, notamment la santé musculo-squelettique. Alors, c'est sûr que la définition de temps est importante dans cet usage ou cette sobriété numérique, là. Si vous permettez, je vais ajouter une dimension environnementale parce que après des années d'enthousiasme, de découverte des outils numériques et des services numériques et la transition numérique, on se rend compte que ça demande une infrastructure très énergivore, que l'impact du numérique est très réel, que malgré le fait qu'on associe moins peut-être un objet esthétique et petit et qu'on utilise au quotidien avec une pollution et un impact énorme, mais c'est comparable avec l'impact de l'aviation. Donc, il s'agit de 4% de l'impact carbone planétaire annuel. Et le problème que cette industrie elle grandit et on n'a pas encore compris ou appris des bonnes habitudes, des bonnes pratiques, comment maîtriser cette croissance et comment gérer les impacts. Et les impacts, c'est les impacts liés à la consommation de l'énergie. Donc, évidemment, tout ce qui est alimenté avec de l'électricité, elle vient de quelque part et donc ça amène son impact. On est au Québec, donc c'est l'électricité hydroélectricité, mais on sait que le numérique n'a pas de frontières, donc vous pouvez utiliser un service, être sur un réseau, des réseaux sociaux qui sont probablement placés dans d'autres régions, dans d'autres pays, avec d'autres mix énergétiques, donc ça veut dire qu'ils sont alimentés avec de l'électricité qui est produite, par exemple, en brûlant du charbon facilement, donc l'impact est là. Et aussi, la fabrication de l'équipement est extrêmement impactant. Ce qui est aussi assez curieux, c'est qu'on bâtit notre société numérique, donc vous savez, on transfère quasiment toutes nos fonctionnalités, donc finances, déplacements, tout devient numérique, mais on bâtit ces offres et ces produits sur une ressource qui est pas renouvelable et qui est limitée. Concrètement, d'ici une vingtaine d'années, on peut manquer de métaux rares qui sont à la base de la production des écrans tactiles. Et donc, la question serait de comment on va accéder à tout corpus de connaissances, à tout ce qu'on a généré en ligne, si simplement on n'aura plus accès aux outils, aux terminaux, aux écrans. Donc, c'est un peu le futur incertain. Et dans cette logique-là, évidemment, les questions se posent. Comment réduire les impacts environnementaux? Comment
assurer la durabilité de l'industrie, de nos usages, de nos pratiques. Et donc, les chercheurs, les industriels, les utilisateurs découvrent des idées autour de cette consommation éco-responsable et sobre. Et donc, la sobriété numérique devient c'est comme un champ de connaissances, de pratiques, d'attitudes qui permettent de voir notre consommation numérique du point de vue, en fait, en prenant en considération tous les impacts qui vont avec et essayer de les réduire. C'est-à-dire, si je pense à la consommation numérique sobre, je me demande d'où vient mon équipement, comment il a été fait, comment il va durer, comment il va être recyclé, quelle trace, quel geste, en fait, qu'est-ce que ça va devenir quand je vais jeter mon équipement. Et aussi, au niveau de l'usage, par exemple, on nous offre des, des données illimitées mobiles, par exemple. Mais saviez-vous que la consommation des réseaux mobiles est des fois 24 fois plus énergivore que un réseau filaire, donc un réseau Wi-Fi. Donc, c'est beaucoup mieux de regarder une vidéo ou faire quoi que ce soit en ligne quand vous êtes connecté chez vous sur Wi-Fi que aller faire ça lorsque vous êtes connecté au réseau mobile. Donc là, on n'en parle pas, mais ça devrait comme rentrer dans les habitudes du numérique sobre, de la sobriété numérique. Et c'est d'essayer de comprendre, malgré la complexité de cette infrastructure, tous les éléments et tous les impacts qui sont invisibles. Donc, c'est vraiment pas une tâche facile. C'est pour ça que la sobriété numérique, je le vois comme un chantier de concepts, de connaissances et de pratiques. Merci. Ce que vous nommez amène déjà l'idée de l'ampleur des enjeux et l'ampleur aussi des connaissances à construire autour de la sobriété numérique. Moi, je trouve que c'est un terme que j'aime beaucoup, mais qui fait peur aussi un peu à la fois. Quand on pense à sobriété, on peut peut-être penser à d'autres contextes là, où sobriété veut dire comme on ne fait plus rien. Par contre, quand on s'interroge sur le mot puis qu'on se rend compte que c'est l'inverse de la sobriété, c'est agir sans modération. Donc, la sobriété, c'est agir avec modération. Et ensuite, quelle modération? Bien, ça, c'est à nous de le déterminer. Donc, c'est un terme que j'aime parce qu'il ne trace pas de ligne entre la consommation et la surconsommation. La modération, ça peut être petit, comme ça peut être des grands gestes qu'on pose. Ça va être propre à chacun selon ses besoins, selon les effets du numérique sur eux. Donc, c'est ça, c'est une relation amour-haine avec ce terme. Mais pour la question sur comment est-ce qu'on peut vulgariser ces enjeux-là auprès du public et auprès des jeunes, moi, selon moi, il y aurait un élément clé, ce serait de prendre le temps. Parce que les enjeux sont nombreux, sont variés, vont continuer d'émerger et être différents. Puis en prenant le temps, on peut construire, on peut modéliser des réflexions rigoureuses. Ce qui ne se fait pas quand on fait quelque chose en 5 minutes, quand on dit, ben, ça, il y a ça, fais pas ci, fais pas ça, on pourrait changer nos pratiques. Mais on entre moins dans une réflexion dans ces moments-là. Puis aussi, on sait que l'apprenant doit être actif pour apprendre et en ressortir quelque chose. Donc, quand on prend le temps de faire les choses, de mettre la réflexion en action, de faire aller là, notre cerveau là, pour que ça sente un petit peu le brûler, mais là, on sait qu'on est en action, qu'on est en train de faire un processus qui peut mener éventuellement à l'autonomisation puis à la capacité à s'adapter aux futurs enjeux qui vont émerger, puis à avoir une posture critique face à ce qui se passe en lien avec le numérique notamment. Bien, merci. C'est déjà la table est mise, donc on comprend que c'est un gros morceau. Daria nommait un chantier, puis après, c'est de s'assurer que la sobriété numérique, si on l'aborde auprès du public, notamment les jeunes, ça ne fasse pas trop peur non plus, qu'on puisse bien le vulgariser. Après, comment on peut guider nos jeunes afin qu'ils adoptent des bonnes pratiques, les amener à minimiser les impacts, là, tant sur l'environnement que sur l'aspect santé physique et mentale. De faire aller là, notre cerveau là, pour que ça sente un petit peu le brûler. Mais là, on sait qu'on est en action et qu'on est en train de faire un processus qui peut mener éventuellement à l'autonomisation puis à la capacité à s'adapter aux futurs enjeux qui vont émerger puis à avoir une posture critique face à ce qui se passe en lien avec le numérique notamment. Bien, merci. C'est déjà la table est mise, donc on comprend que c'est
c'est un gros morceau. Daria nommé un chantier. Puis après, c'est de s'assurer que la sobriété numérique, si on l'aborde auprès du public, notamment les jeunes, ça ne fasse pas trop peur non plus, qu'on puisse bien le vulgariser. Après, comment on peut guider nos jeunes afin qu'ils adoptent des bonnes pratiques, puis les amener à minimiser les impacts, là, tant sur l'environnement que sur l'aspect là, santé physique et mentale, par exemple. Par où commencer? Je vais peut-être encore casser la glace, mais nos sondages nous disent que les jeunes, d'abord, eux-mêmes sont d'avis qu'ils ont des impacts à un usage trop important des écrans à des fins de loisirs, encore une fois. On parle de près de 90 et qu'ils se connectent souvent par automatisme, par habitude. Mais derrière ça, c'est pas arrivé simplement, c'est qu'il y a des stratégies, évidemment, de ces solutions pour nous garder scotchés, pour nous garder, nous intéresser à aller voir qu'est-ce que j'ai peut-être raté, là, le fameux FOMO, là, ce que j'ai oublié, ce que j'ai pas vu passer. Alors, c'est sûr que, encore une fois, l'information, l'éducation sur ces stratégies-là m'apparaît, moi, essentielle et toujours important pour briser cet automatisme-là, puis encore une fois, se reprendre ce contrôle-là jusqu'au moment où ça, et de connaître l'équilibre au moment où ça nous fait du bien ou à l'inverse, ça peut nous affecter. Tout à l'heure, je ne vous disais pas les chiffres, mais quand on parle du sommeil, notamment, dès qu'on dépasse plus de 4 heures de consommation à des fins de loisirs, c'est 40 des individus qui disent que ça affecte son sommeil au lieu de, lorsqu'on respecte un peu la norme, là, à des fins de loisirs, encore une fois, chez les jeunes, j'entends, de 2 heures et moins, c'est que 18 d'entre eux là, qui disent avoir des problématiques de sommeil, parfois causées par l'anxiété ou d'autres problématiques du genre. Même chose pour l'estime de soi, hein, c'est presque du simple au double, de 20 à 36 Alors, c'est vraiment important de sensibiliser les gens sur l'impact potentiel d'une consommation trop grande de ces écrans-là et de se laisser happer par ces stratégies-là qui existent et qu'on doit nommer, qui veulent nous garder scotchés sur l'écran. Ouais, j'ajouterais une réflexion qui m'a beaucoup choquée à l'époque parce que quand je faisais ma maîtrise en communication médiatique, on parlait beaucoup de l'augmentation du corps humain. Vous imaginez les robots, par exemple, pourquoi on ne mettrait pas, je sais pas, moi en tant que photographe, je me disais, oui, avoir un œil qui prend des photos, ce serait génial. Mais du point de vue, en fait, dans le vrai monde, apparemment, il y a des comités éthiques qui bloquent certaines, surtout dans le contexte militaire, qui bloquent certaines augmentations technologiques et robotiques pour une seule raison, c'est que ça peut ne pas être réversible. Donc, le critère de irréversibilité et réversibilité des augmentations fusion technologie et biotechnologie, ça freine plusieurs essais, plusieurs possibilités, parce que rendre quelqu'un hyper puissant à travers la technologie, et après, en retirant cette technologie de son corps, il faut que les personnes reviennent à l'état d'avant. Et, euh, et quand on parle du numérique, si je cite les travaux, la recherche menée par Caroline Fitzpatrick, probablement vous le connaissez, il travaille du coup à l'université Sherbrooke sur le sujet de la psychoéducation et en lien avec le temps d'écran. Elle a noté, elle a prouvé que le métabolisme des jeunes change suite à une consommation du numérique, suite à un temps d'écran. Ça veut dire que plus étant jeune, plus de temps, plus d'heures on passe devant l'écran, plus notre corps s'habitue à ne pas bouger et on est moins apte à courir, à sauter, etc. Donc, il y avait des mesures très concrètes, par exemple la longueur, la capacité de sauter, etc., qui ont été affectées par la consommation numérique. Ça veut dire qu'on est déjà dans la situation où la technologie et l'utilisation de la technologie crée des changements irréversibles dans notre corps. C'est quand même assez fort comme constat. Et le problème, c'est que des fois, c'est pas, puisque ça se passe pas immédiatement. Donc, des fois,
au niveau individuel, on n'arrive pas à le constater si on n'a pas d'outils, de mesures, si on n'est pas associé à un groupe de recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous arrive sans qu'on puisse le contrôler, sans qu'on puisse le transformer, revenir à un état d'avant. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'il faut rendre public, qu'il faut expliquer pour qu'on puisse faire nos choix d'utilisation, pour qu'on puisse être motivé en tant que jeune, jeune ou jeune parent, ou quand on est en famille, qu'on prenne des décisions ensemble, sachant que l'utilisation, les usages du numérique, ça rentre quasiment dans notre corps et ça transforme notre personnalité, nos corps physiques. C'est un constat qui peut motiver beaucoup de prise de conscience. Après, à partir de cette prise de conscience, est-ce qu'il y a une bonne liste des choses à faire et à ne pas faire? Je ne crois pas que c'est si facile que ça parce que moi, vu mon travail, donc je travaille souvent avec des entreprises, je travaille avec des programmeurs qui se concentrent sur l'éco-conception des outils numériques. Donc, c'est un enjeu qui est transversal parce que ça, on ne peut pas juste mettre tout le poids de prise de conscience, prise de décision, changement de comportement sur les jeunes, s'il n'y a pas de changement au niveau de construction des outils numériques, ça veut dire l'éco-conception, s'il n'y a pas de changement au niveau législatif, s'il n'y a pas de changement au niveau des pratiques et de mise en marché, par exemple, comment on peut expliquer à une personne qu'il faut pas utiliser ou il faut modérer ou il faut apprécier la sobriété numérique lorsque les offres publicitaires des campagnes, des offres de télécom nous proposent d'être connectés tout le temps, d'avoir un téléphone encore plus puissant, d'avoir des données encore plus illimitées. Et cette incohérence, je pense que c'est plutôt cette incohérence-là qu'il faut essayer de défaire pour ensuite construire des usages et des pratiques qui peuvent nous aider à vivre mieux avec ces outils. Merci. Ah, c'est tellement inspirant ce que tu nommes, Daria, puis ça rejoint un petit peu où je voulais aller là, sur le poids qui repose sur les jeunes. Puis si on l'aborde en termes de bonnes pratiques, puis un peu de tout orienté vers eux, ben, on est dans une posture de sensibilisation. Puis là, je prêche un peu pour ma paroisse là, en me positionnant, pas contre la sensibilisation, mais dans le domaine de l'éducation, là, la posture est un peu différente parce qu'on va plus observer ce qui se passe dans la société et réfléchir, puis regarder différentes pistes d'action, mais qui ne concernent pas seulement nous, qui concernent l'ensemble de la société. Qu'est-ce que les gouvernements pourraient faire face à ça? Qu'est-ce que les entreprises pourraient faire face à ça? Quels sont les effets? Qui en retirent des bénéfices? Donc, on essaie de dresser un portrait qui va comme au-delà un peu de l'individu, puis plus un niveau d'observation puis critique de la société. Qui peut amener un angle intéressant, qui décharge un peu le poids là, sur les jeunes. Par contre, il y a des actions individuelles, évidemment, là, qu'on peut poser. Puis par où commencer? Moi, j'aurais l'impression qu'on commence, que c'est déjà commencé, qu'on commence très jeune. Personnellement, j'ai des jeunes enfants. Quand on a des rendez-vous au CLSC, on nous fait des discours là, sur le temps d'écran. Déjà, c'est rendu dans les pratiques bien présente, en tout cas du moins pour ce côté-là, peut-être pas pour le côté environnemental, mais on a quand même à cœur le développement des enfants par rapport à la présence des écrans et du numérique. On peut commencer, je pense, très jeune à aborder ces sujets-là, mais aussi en étant des modèles. Je pense que ça peut peut-être commencer par les adultes qui sont devant les jeunes. Puis, des adultes, mais même plus large en général, parce que quand on parle de sobriété numérique, mais que dans une école, on achète des appareils informatiques qui sont pas bons, qui sont plus bons 3 ans après, qu'on a acheté avec le plus bas soumissionnaire, mais qu'on n'a pas pensé à la pérennité, à la récupération de l'outil informatique. Il y a comme des enjeux qui sont sous-jacents que oui, c'est le fun de faire des beaux discours aux jeunes, mais nous, est-ce qu'on se pose des questions aussi? Est-ce que les entreprises, les institutions se posent ces questions-là aussi qui peuvent faire de grandes différences, puis amener même des changements de normes sociales plus grands? Oui, j'abonde dans le même sens, Julie. Je pense que c'est important aussi de rappeler qu'on commence à encadrer davantage la Société canadienne de pédiatrie a clairement édicté des recommandations pour les parents. Aucun écran avant 2 ans.
de 2 à 5 ans, 1 heure par jour à des fins de loisirs maximum, et plus de 5 ans, c'est à baliser et à commencer à discuter avec l'enfant. Mais comme parents, tu as tout à fait raison. Nous, comme adultes, on n'est pas étrangers à ça non plus. On est nous-mêmes à découvrir notre équilibre à travers ça parce que, contrairement aux autres habitudes de vie, par exemple sommeil, alimentation, activité physique, on a des modèles parentaux où on a des pratiques qui sont assez établies, bien connues, mesurées. Leur impact sur la santé également sont bien connus. Cependant, les écrans, on est tous nouveaux là-dedans. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas eu de modèles parentaux sur l'apprentissage des écrans. Ce n'était pas la réalité il y a à peine 15 ans, 20 ans. Alors, tout le monde est un peu néophyte à travers ça. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir au besoin, là, c'est, comme parents ou éducateurs. Nous, on a publié, à la demande du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé, des guides informatifs dans Pause, là, de la section professionnelle, qui vous aident à comprendre le phénomène, qui vous aident à en discuter et à établir des cadres de référence, des cadres de vie à la maison ou pour votre vie personnelle. Je reviendrai sur un élément, c'est tout de même c'est réversible. C'est, par exemple, l'impact sur la sédentarité. Notre vie de plus en plus sédentaire a été accélérée en plus par les écrans. On constate que les gens vont moins à l'épicerie, ont pris maintenant l'habitude, la pandémie a ancré certaines de ces habitudes-là de commander les pilules, ne plus aller à la banque. On peut tout faire ça bien assis dans son fauteuil. Mais c'est tout de même réversible. On peut recommencer à bouger. On peut recommencer à aller prendre une marche avec sa voisine au lieu de faire un FaceTime. Alors, tout ça, ça existe encore et l'effet sur la santé est important là, parce que la sédentarité, même si vous faites votre 30 minutes d'activité physique, il faut se rappeler que d'être sédentaire tout le reste de la journée annule les bienfaits de votre activité physique, par exemple. Alors, je pense que l'éducation, on a tous à apprendre à profiter des bienfaits, des bénéfices que ces petits appareils-là peuvent nous apporter, mais d'être capable aussi de prendre le contrôle pour éviter que ces petits appareils-là qui veulent qui veulent qu'on soit continuellement dessus, ne gagnent pas là, ce combat-là. Je pense que c'est aussi intéressant de noter qu'il y a le droit à la déconnexion qui est une sorte de... Ça peut être une loi ou ça peut être... on n'est pas obligé... Il y a relativement peu de pays ou peu de territoires qui ont adopté cette loi. Il y en a en France, en Irlande, en Ontario, dans d'autres pays, je pense de 3-4 pays. Mais c'est pas encore au Québec, mais c'est pas pour ça que au sein de votre entreprise, au sein de votre communauté, ou de votre groupe de travail, on ne pouvait pas aborder ce sujet parce que effectivement, c'est très difficile de proposer un exemple de déconnexion ou d'usage modéré du numérique lorsque les adultes sont obligés à répondre au courriel ou à vérifier leur écran le soir ou pendant les fins de semaine ou au moment où c'est un moment en famille. Et c'est un peu problématique parce que apparemment c'est un sujet tabou parce que c'est difficile d'aborder le droit à la déconnexion comme ça parce que souvent être connecté est associé à un engagement professionnel, à une présence des fois. J'ai lu l'article qui disait que des fois quasiment une chef ou un chef d'équipe important en vacances peut des fois dire oui, ben ne vous inquiétez pas, je peux toujours vérifier mes courriels, puis je peux toujours répondre au cas où. Et ça crée une sorte de pression et exemple pour d'autres employés qui vont dire ah oui, même moi, quand je vais aller en vacances, oui, peut-être il faut que de temps en temps, je vérifie ce qui se passe. Mais finalement, c'est difficile de se lancer dans le droit à la déconnexion, mais le droit à la déconnexion, simplement, c'est une sorte d'accord entre les adultes, de respecter des normes ou des règles qu'ils peuvent établir selon leur format de travail. Si c'est nécessaire de s'appeler un samedi, pourquoi pas, mais l'idée, c'est que tout le monde soit d'accord au niveau des règles de déconnexion, le droit à la déconnexion, pour ne pas générer le stress qui va être présent, qui va être transmis entre le lieu de travail vers le foyer familial et qui va être nécessairement reparti entre tous les membres de la famille parce que on peut être surconnecté nous-mêmes, mais ça va aussi affecter justement les proches. Et il faut agir de tous les côtés, en fait.
On travaille également avec des organisations, des entreprises dans ce domaine-là, puis on sent également le besoin de connexion ou le besoin de souplesse chez les employés. Les gens ont appris à travers la pandémie qu'ils pouvaient faire leur même travail, la qualité de travail à la maison et ainsi avoir un équilibre de vie meilleur. Cependant, ce qu'il faut éviter, puis d'où est venu là, le droit à la connexion, c'est l'envahissement sur notre vie personnelle et qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus ce moment de déconnexion. Alors, il y a le droit, mais il y a aussi l'obligation de la déconnexion. Il faut savoir déconnecter parce que quand on travaille de la maison, ça peut être un peu tentant de dire, ah ben là, je vais continuer à regarder, j'ai peut-être reçu telle affaire, puis là, il est 8 heures le soir, puis les enfants, on a réussi à faire les devoirs, puis à faire le bain, puis à aller les coucher, puis là, on repart une autre journée de travail. C'est ça qui est malsain. Alors, je pense qu'il y a une certaine souplesse qui doit davantage s'installer dans cette vision d'un monde moderne où tu peux travailler de la maison parce qu'aujourd'hui, les enfants, il y en a un qui a la gastro, je les garde à la maison, je travaille à la maison, mais que je puisse aussi dire que ma journée est à un moment donné terminée pour éviter cette surcharge, cette fatigue mentale-là continue d'un travail qui serait présent dans ton quotidien 24 sur 24, 7 sur 7. Alors, c'est une notion qui doit être définie, à mon avis, à tout le moins, de manière un peu plus large que le simple droit à la déconnexion, parce que le pendant de ça, c'est aussi l'obligation de se déconnecter. Je me sens imposteur ici, ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement de la misère à déconnecter, moi, le soir. Oh, 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 oh. Julie, je vais te surveiller, Julie. Va falloir qu'on communique plus souvent ensemble. On est tous un peu cordonniers, mal chaussés. Pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, alors avec toi, Julie, donc dans la façon de guider nos jeunes en tant que citoyens aussi, d'avoir un regard critique dans leur habitude, dans un contexte social aussi, de regarder ces choses-là. Puis avec Guy et Daria, bien que c'est non seulement c'est ça, c'est de les guider, d'amener des bonnes pratiques, mais de se regarder soi-même aussi en tant que parent, en tant que professionnel, c'est tout le contexte autour d'eux pour les amener sur ces questions-là. Donc c'est pas simple, hein, parce que nous-mêmes on doit s'auto-sensibiliser, je pense. Alors ça nous amène à la dernière question. Moi, je dirais que ce qu'on ne contrôle pas peut pousser un peu de manière un peu anarchique. C'est ce qu'on constate. Il y a quelques dizaines d'années, les sociétés disaient, ah, bon, on ne peut pas contrôler le numérique, ça va tellement vite, c'est ouvert, c'est pour accélérer, c'est la modernité. Puis aujourd'hui, on constate que, whoop, on a peut-être échappé. On a échappé le contrôle de l'économie derrière ça, de la démocratie. Puis on se retrouve maintenant avec des pays qui essaient de légiférer pour encadrer les médias numériques, pour encadrer les fake news, l'impact sur l'économie, les ventes qu'on échappe et qui délocalisent des commerces. Alors, moi, je pense que les sociétés n'ont pas le choix de reprendre un certain contrôle. Tu ne peux pas seulement laisser à l'entreprise privée ce développement-là qui peut avoir des méfaits quand on constate qu'il y a tout récemment, c'est 42 attorneys généraux aux États-Unis qui poursuivent Meta pour les méfaits sur la santé mentale des jeunes et des adolescents dans leur stratégie addictive cachée, connue. Ils ont découvert, comme on l'a vu il y a plusieurs années avec les cigarettiers qui avaient caché des études d'impact néfaste sur la santé des fumeurs et qui se voient contraints à payer, même s'ils ne payent pas parce qu'ils prétendent être en faillite puis qu'ils ont des évitements malgré des jugements en Cour suprême. Et qui ne payent pas les dommages aux victimes. Mais c'est un peu la même chose qu'on voit apparaître parce qu'on a laissé faire, laissé s'autodiscipliner l'industrie là-dedans. Puis c'est malsain, à mon avis.
Moi, justement, ça m'intéresse vraiment comment la sobriété numérique peut devenir un projet de société. Et c'est pour cette même raison que j'ai créé une entreprise, justement pour voir par où comment créer des expériences de sobriété numérique qui peuvent être acceptées par les communautés, par les sociétés. Et je pense qu'une des questions que je vis au quotidien, c'est que euh, on a tous les intuitions, les idées autour de la consommation numérique et on sent que des fois ça déborde, des fois il y a les impacts environnementaux, les impacts sociétaux, mais parfois on a de la difficulté à, à prendre la parole, surtout quand c'est dans un milieu professionnel, parce que on va pas se le cacher, le numérique, c'est une industrie assez complexe, c'est une industrie qui est aussi pas accessible à tout le monde parce qu'on a des professionnels des TIC, des TIC, donc technologies de l'information et de la communication, les développeurs qui ont des connaissances qui sont pas accessibles à tout le monde. Et les compréhensions des réseaux, des satellites, des antennes, de comment ça fonctionne, c'est un peu des boîtes noires. Donc, ce qu'on a constaté lors de notre travail au sein de notre équipe, c'est que souvent, la sensibilisation et donner en fait des outils pour comprendre les impacts du numérique, ça aide. Il y a des outils publics comme par exemple la fresque du numérique. Vous avez peut-être entendu parler des fresques du climat. C'est des activités participatives où à travers un jeu de cartes, en groupe, les gens découvrent des enjeux variés. Donc par exemple maintenant il y a la fresque du numérique. C'est gratuit. On peut s'inscrire de temps en temps dans ça dépend des animateurs, mais il y a quand même beaucoup de sessions. Et du coup, ça permet au public, aux utilisateurs de s'approprier certains concepts, certaines idées, et puis de les articuler, soit au niveau de la déconnexion, soit au niveau de la consommation numérique responsable en ce qui concerne l'impact environnemental. Donc, démystifier le numérique. Et avec cette démystification, naturellement, on se place très bien quand on voit que, en fait, il y a les enjeux au niveau de la gouvernance des données, il y a les enjeux de la sécurité, les enjeux d'impact environnemental, tout ça, ça naturellement, en tant que citoyen, citoyenne, et, comme on dit, comme c'est une belle coïncidence, ce qui est bien pour l'environnement et pour la société, techniquement, ça a un potentiel de nous rendre aussi heureux. C'est-à-dire quand on découvre tous les faits et qu'on essaie d'agir en fonction des bonnes pratiques, ça nous dynamise, ça nous renforce en tant que citoyen, citoyenne. Parce que, en plus, avec le contexte plus global de l'éco-anxiété, il y avait des études qui ont démontré que si on consomme quelque chose qui est éco-responsable, qui est éthique, ça nous rend heureux, en fait, et heureuse. Donc, du coup, pour revenir à comment ça peut devenir un projet de société, c'est justement à travers la sensibilisation et la compréhension de ces enjeux qui permet aux gens de s'approprier ces termes, cette logique de la sobriété numérique, de l'écologie numérique, de la pollution numérique, d'être un citoyen, un consommateur, comme on dit, ne pas juste être consommateur ou consommatrice, mais être consomme-acteur ou consomme-actrice. Et à travers ses choix, par exemple, ses propos, d'influencer l'industrie. Et par exemple, quand on vous propose encore une fois un forfait illimité avec un nouveau téléphone, sous prétexte que ça fait déjà 3 ans que vous n'avez pas encore changé votre téléphone mobile, mais là, c'est le moment de dire que saviez-vous que 75% de l'impact environnemental du numérique provient de l'équipement. Donc, arrêtez de nous pousser à l'obsolescence programmée. Encore des cas où une application gouvernementale, justement, Vaxicode, c'était un peu un jeu où tout le monde, pour être conforme aux règles, donc les gens téléchargeaient cette application-là, mais c'est une application qui n'était pas compatible avec tous les téléphones. Par exemple, les gens qui achetaient leur téléphone neuf en 2017, des fois avaient des problèmes de compatibilité. Ça veut dire que c'était pas un outil éco-conçu. Ça voulait dire que, en fait, ça poussait à l'obsolescence et donc les gens, ils rachetaient un nouveau téléphone pour pouvoir télécharger l'application. Donc, tous ces éléments-là, plus on est au courant de tout ce que ça implique, la pollution numérique et la sobriété numérique, plus ça me paraît logique d'être numériquement sobre et plus on est dynamisé, plus on est
convaincu et plus ça devient facile d'articuler ses propos. Mais c'est vrai que ça prend du temps vu que le système est complexe. Donc, effectivement, je suis très d'accord avec Julie que le temps, il faut prendre du temps. On ne peut pas d'un seul coup devenir hyper à l'aise avec toutes les notions du numérique responsable. Et aussi rapidement, je ne sais pas si vous permettez, si j'ai 2 minutes, Laetitia, non? J'allais juste ajouter que on parle des fois, quand on parle de la consommation numérique, on parle de la fracture numérique qui parle un peu du fait qu'on n'a pas, il y a des inégalités au niveau de l'usage de la consommation numérique. C'est les inégalités qui peuvent être liées par exemple, à l'accès. On n'a pas tous accès à l'Internet, on n'a pas tous un ordinateur puissant ou un smartphone dernier modèle. Ça peut être fracture du deuxième niveau, c'est-à-dire on n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous les mêmes capacités de s'engager, de créer des comptes, de passer du temps à bricoler en ligne. Et au troisième niveau, la fracture numérique, c'est que, grosso modo, au niveau des données, c'est les données qui sont utilisées pour construire des outils numériques, c'est pas toujours représentatif parce que souvent, les gens, c'est un peu comme self-representation, auto-représentation. Plus les gens qui utilisent les outils numériques, c'est leur profil est plus répertorié à travers des données, il est plus utilisé pour refaire d'autres outils. Donc, du coup, il y a des groupes qui sont sous-représentés au niveau des données utilisées dans le monde numérique. Donc, tout ça, si on parle de la fracture numérique, tout ça, ça nous donne une échelle comme il y a des gens qui utilisent moins, il y a des gens qui utilisent plus. Donc, il y a des gens qui sont moins connectés et plus connectés. Et on dirait qu'il y a une sorte de valeur positive associée à la capacité d'être plus connecté, mieux, être plus à l'aise avec le numérique. Mais ce que j'allais dire, c'est que maintenant, on a les jeunes qui sont nés déjà avec le monde, avec des écrans, avec Internet. Et on a encore les gens qui sont nés en dehors du numérique. Donc, moi, par exemple, je suis née encore en tant que photographe, j'ai travaillé encore avec la pellicule. Donc, quand j'ai fait mes études à Concordia en cinéma, on était la dernière génération à faire encore nos travaux d'étudiants, nos films d'étudiants avec les pellicules, des films. Là, après nous, l'année suivante, c'était que le numérique. Donc, en gros, je pense que aussi, on peut regarder aux, aux individus qui ont leur capacité, qui ont connu les expériences de vie sans Internet, qui ont su comment ne pas être en retard sans avoir envoyé 10 000 textos sur WhatsApp. Ah, je suis désolée, j'arrive, je sors, j'ai pris mon chapeau, je suis en retard, tu vois. Il y a des gens qui ont vécu l'époque où on pouvait se retrouver dans la ville sans avoir un Google Maps. Donc, toutes ces connaissances-là, cette fracture numérique, donc les gens qui ont connu la vie sans être connectés, sans avoir le téléphone à la main, c'est aussi une expérience précieuse. Et je pense qu'on ne peut pas le voir seulement comme, ah oui, des gens qui n'ont pas encore des compétences, qui n'ont pas encore compris comment utiliser le numérique, mais on peut probablement chérir cette expérience. Je ne sais pas si c'est possible, et comme profiter de cette expérience de société qui a été construite en dehors des outils numériques. Voilà. C'est beau, ça fait même référence Merci. au lien intergénérationnel. Ça va comme au-delà aussi du numérique, là, même d'un bien-être social qui est plus large. C'est intéressant. De mon côté, je voulais amener le fait que d'un point de vue société, mais en éducation, il y a quand même déjà plusieurs portes qui nous permettent de réfléchir sur les enjeux du numérique. Notamment, tu parlais d'ARIA, d'obsolescence programmée. Ça se retrouve dans les contenus d'éducation financière de 5e secondaire. Est-ce trop tôt ou trop tard? Ça pourrait être une question intéressante à soulever. Mais il y a aussi la compétence numérique qui est arrivée, qui s'est implantée en éducation au Québec depuis 2019. Puis le cœur de la compétence numérique, parce qu'il y a plein de dimensions, dont développer ses habiletés technologiques, ses compétences informationnelles, mais au cœur de ça se retrouve l'agir en citoyen éthique. Donc, avant d'apprendre à utiliser une intelligence artificielle, on devrait avoir eu une réflexion sur c'est quoi les impacts tant sur la culture que sur la société, que sur l'environnement, puis sur son bien-être aussi. Donc, il y a quand même ça qui existe et qui se place au niveau des compétences professionnelles des profs, mais aussi au niveau des compétences à développer chez les élèves, tant du préscolaire qu'à l'université.
Donc, ça existe, c'est un levier qu'on peut utiliser. Puis une manière de les utiliser, c'est de faire les ponts aussi avec les compétences disciplinaires des programmes. C'est ce qui nous a amené à créer l'activité là, Donnez-moi de l'oxygène. Je ne sais pas si vous voulez un exemple concret de ce que ça a donné, mais les élèves sont amenés à comprendre l'impact environnemental de la production des appareils numériques et ensuite de l'utilisation d'un point de vue énergétique. Donc, en sciences secondaire 4, on parle des matériaux et on parle d'énergie. On va vraiment chercher des concepts qui sont dans le programme. Puis, on explique notamment les différentes utilisations du numérique, comme envoyer un message texte a moins d'impact, une moins grande demande énergétique que d'envoyer une photo de ton visage le matin pour dire bon matin à ton ami, ou encore d'envoyer une vidéo de toi qui dit bon matin à tous tes amis, puis tu partages ça. Donc, il y a un impact, mais ça a quand même moins d'impact que si tu te déplaces en voiture pour aller dire bon matin à quelqu'un, puis que tu reviens chez vous. Des fois, il y a des choses à nuancer. Puis, il y a un élève qui a travaillé sur l'impact environnemental de la chanson Baby Sharks, que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, il a pris le temps sur YouTube et c'est possible d'avoir un équivalent, là, combien une minute de visionnement YouTube équivaut en émissions carbone. Il a pris le temps de la chanson et il l'a ramené au nombre de visionnements. Après ça, il a pu comparer l'impact carbone de Baby Shark au moment où il l'a regardé. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est encore plus élevé. Il y a eu encore plus de visionnements. Mais de faire cet exercice-là puis de le lier au programme puis au contenu qu'il est en train de voir permet quand même des prises de conscience qui peuvent être importantes. Puis aussi, là, je porte le nouveau cours que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, Culture et citoyenneté québécoise, qui est un cours qui est en implantation graduelle, mais qui sera obligatoire l'année prochaine. Et dans ce programme-là, on a fait de la place pour le numérique parce que la plupart des programmes datent d'il y a quelques années. La réalité est que le numérique n'était pas la même, mais là, en réécrivant un programme, on retrouve différents concepts comme l'intelligence artificielle notamment. Puis j'ai construit avec un enseignant puis une chercheuse, Lobvia, qui est un observatoire de recherche sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Puis, on a construit une activité sur l'intelligence artificielle pour du secondaire 4, faire le lien avec le programme. C'était super intéressant parce qu'aussitôt qu'on a abordé ça avec les élèves, il y en a un qui a levé la main. Puis, par exemple, là, madame, l'intelligence artificielle, ça a des gros impacts environnementaux. C'est l'équivalent. Eux-mêmes, ils ont amené ces enjeux-là. C'était vraiment fantastique de voir que déjà, les jeunes savent des choses, veulent en parler, puis d'ouvrir un dialogue avec eux là, permet d'aller soulever ces enjeux-là, puis je pense d'avoir un effet positif du point de vue de la société. Moi, j'aimerais rajouter des exemples d'encadrement, là. Nos données personnelles, notamment, malgré le GDPR en Europe, malgré la loi 25 au Canada. Vous avez peut-être vu le reportage de la facture là, qui nous informe que Axiom, une compagnie qu'on ne connaît pas, mais qui connaît très, très bien tout près de 3 milliards de citoyens, qui les connaît là, avec, ils disent 30 000 points de données sur chacun de ces 3 milliards d'individus-là. C'est majeur, là. Un point de données, c'est un sexe, par exemple, homme, femme, binaire, etc. Ça, c'est un point de données. Ils ont 30 000 points de données sur près de 3 milliards d'individus, puis ils revendent ces données-là aux acheteurs qui vous envoient des publicités parce que vous avez parlé d'aller en camping, puis tout à coup, on vous envoie des publicités d'achat de tentes, puis toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est majeur. Je vous invite aussi à voir ce que fait le Center for Human Technologies, qui milite depuis un certain temps sur un encadrement plus éthique des solutions technologiques et aujourd'hui aussi du AI, là, de l'intelligence artificielle. Et le décret là, tout récent, qui n'a pas grand dedans, là, mais qui a quand même au moins un décret présidentiel aux États-Unis là, sur l'encadrement du développement accéléré là, du AI. Donc, moi, je pense encore qu'on doit agir pour encadrer ça, si c'est que les entreprises privées qui peuvent développer comme bon leur semble des solutions et nous cacher les impacts potentiels de ces solutions-là, je pense que c'est malsain. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions avec
avec autant de belles informations. Je crois que nous avons tous beaucoup appris là, sur la question de la sobriété numérique ensemble ce matin. J'en profite pour saluer tous ceux qui viennent d'arriver. Puis, à la demande de mes collègues, ce sera intéressant de refaire ce petit moment photo de groupe parce qu'il manquait quand même quelques membres au début qui se sont joints à nous. Je salue entre autres Maïva Bretel puis Rosanne Bourque. Salut à vous deux qui sont intervenus en commentaire. Puis ça peut être intéressant de vous interpeller là-dessus. Existe-t-il la journée de la sobriété numérique? Je ne sais pas si elle existe, mais de votre côté, avec l'initiative Pause, il existe une journée. Tu pourras le mentionner. Puis l'autre question était, est-ce que la sobriété numérique fait partie de la certification B Corp là, au niveau des entreprises non inscrites? Rosanne qui répondait, il y a le Cyber World Cleanup Day ou quelque chose du genre qui s'en approche. Et aussi, il y a des certifications comme TCO ou TCO. Alors, on peut vous entendre là-dessus. Oui, nous, on a quelques moments là, de déconnexion dans un mouvement collectif. Il y a notamment celui des jeunes adultes et des adultes là, ce dimanche. Vous pouvez encore vous inscrire à pausetonecran.com. On a celui adressé aux familles au printemps. On en a également dans des milieux de vie, donc les maisons de jeunes, les centres jeunesse, et les camps aussi, les camps de jour, camps de vacances. Donc, à différents moments là, dans l'année, on essaie de rejoindre soit via des milieux, soit via des cellules comme la cellule familiale pour se poser des questions. Est-ce qu'on est trop connecté? Dans le fond, si on ne fait pas notre constat nous-mêmes de cette réalité-là, c'est difficile. Posez-vous vous-même la question, combien d'heures je suis à des fins de loisirs sur ces petites bidules-là? Puis à un moment donné, ça nous fait réaliser des choses. D'en discuter aussi, c'est intéressant de voir ce qui sort de ces discussions-là en famille ou avec des amis. Oui, ce matin, justement, j'ai lu un article sur les jeunes à New York qui ont créé un club de déconnexion et qui, par plaisir et par justement, ils questionnent l'industrialisation de la communication et ils ont vendu leur téléphone et ils ont certains d'entre eux ont acheté un téléphone qui se ferme comme ça, donc pas un smartphone, mais oui, des flip-flops. Et à l'époque, et maintenant, d'après l'article, c'est les parents qui sont plus inquiets et plus perturbés par cette décision-là, parce que les parents ont pris l'habitude de suivre leurs enfants, de les traquer avec des outils pour savoir où ils vont. Et là, c'est la déconnexion. Ils disent, oui, c'est quand même fantastique. Maintenant, nos enfants se réveillent à 7 heures sans problème. Ils lisent dans leur lit, pas de problème avec l'écran à 3 heures du matin. Mais on ne sait pas où ils sont le soir parce qu'on n'arrive pas à voir. Mais pour répondre à la question sur B Corp, justement, c'est une très, très bonne question parce que je sais qu'il y a des normes je travaille dans des groupes de travail pour améliorer, pour ajouter des normes sur l'éco-responsabilité numérique. Mais je ne sais pas si littéralement le terme de sobriété numérique rentre dans le B Corp. C'est à l'époque, quand je me suis lancée en 2018, non, c'était pas encore le cas parce que les B Corp, de toute façon, ça regarde, ça considère plusieurs gestes, plusieurs initiatives. Et le numérique n'était pas clairement identifié, mais ce serait intéressant de voir si c'est rajouté depuis. Et pour la journée de Cyber Clean, oui, justement, mais à mon avis, ça doit pas être une journée à l'année, ça doit être chaque jour. On doit pouvoir avoir ça comme une sorte de pensée arrière. C'est un peu comme ça que c'est envisagé. L'idée, c'est d'essayer là une fois, puis ensuite, il y a un follow-up des gens qui se sont inscrits. Le marathon. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous amène à réfléchir à votre relation avec ces écrans-là dans votre quotidien? Est-ce que vous le ferez à nouveau, etc. Là, il y a tout un follow-up, évidemment. Il y a la mécanique du changement j'ai une comportemental. petite critique par rapport à Cyber World Cleanup Day parce que justement, les outils comme les courriels, si vous regardez Gmail va jamais vous dire, mais effacez vos courriels, ils vont dire, vous inquiétez pas, rachetez plus d'espace, rachetez plus d'espace sur la nuagerie. Et puisque ça rentre pas dans l'offre et dans les contraintes de l'offre, ça devient contre-intuitif de nettoyer des courriels et à un moment donné, ça devient juste impossible parce que moi,
j'essaie de faire attention, etc. Mais moi, les courriels, c'est juste, ça dépasse l'échelle humaine. Genre, sur 250 courriels par jour, j'en lis 50. J'arrive pas à tout effacer. À un moment donné, c'est juste qu'un clean-up day, ça devient une affaire qui dépasse les capacités humaines, je pense. On est un peu dans ce questionnement-là. Merci. Oui, tu avais cours, Julie, puis après on sautera à notre atelier, en fait, pour avoir l'occasion d'échanger aussi entre membres. On t'écoute. J'écoutais un podcast sur le sujet, là, puis il paraît que de prendre le temps de supprimer ses courriels peut générer une plus grande demande énergétique que de les laisser là. Ça peut avoir un impact environnemental plus grand. C'est quand même quelque chose qui m'a étonnée, mais se désabonner de nos infolettes, si on peut dire, là, ou les courriels qu'on reçoit automatiquement. Ça pourrait être une stratégie qui éviterait toute cette génération de courriels de masse. Voilà. Merci. Des bons trucs, il y en a tellement. Puis aussi, c'est tout tu sais, du cas par cas. Puis il faut graduellement intégrer toutes ces bonnes pratiques en tant que professionnel aussi. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Daria, Julie et Guy, c'était vraiment intéressant de vous écouter. Donc maintenant, on va passer à l'atelier collaboratif où tout le monde va avoir l'occasion de participer et d'échanger. Donc vous allez tous être répartis en sous-groupes dans des breakout rooms. Puis vous allez avoir 30 minutes pour répondre à la question suivante. Quelles seraient les pistes d'action pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la sobriété numérique et ainsi encourager des pratiques responsables et équilibrées? On peut inviter les porte-paroles de chaque groupe à venir présenter quelles sont les idées fortes qui sont ressorties de la discussion. Donc, à commencer par le premier groupe où je pense que c'est Daria, la porte-parole. Oui, ce qui est ressorti, c'est l'idée d'avoir un consensus au niveau de ce qu'on pense doit être nos usages et notre consommation numérique, parce que quand les jeunes se trouvent au milieu quand l'école leur propose de faire des exercices sur les tablettes ou en ligne ou des devoirs en ligne, et à côté, il y a la famille, les parents qui disent, ah non, on réduit notre temps d'écran, on n'ouvre pas les tablettes ou les ordinateurs le soir, ou encore l'enfant souffre, mais il peut pas exprimer, par exemple, le fait qu'il est hyper connecté. L'école lui propose les devoirs en ligne et le parent peut pas agir parce qu'il dit, ah oui, mais de toute façon, c'est l'école qui propose les devoirs. Donc, il faut que on puisse communiquer ensemble entre adultes euh, afin d'éviter la situation où l'enfant est pris entre des conflits, la famille, politique zéro écran, l'école qui propose d'autres solutions, etc. Donc, il faut que les professeurs ou les parents puissent avoir cette discussion et pour avoir justement le conflit, parce que déjà en soi, le sujet de la consommation numérique, c'est un sujet difficile à aborder pour plusieurs raisons. Et une, donc voilà, une discussion en consensus. Mais avant d'avoir un consensus, il faut qu'on puisse en parler de façon éclairée, c'est-à-dire de façon, après, il faut avoir les bases de compréhension. Et pour ça, je pense que ce serait utile de promouvoir les activités de sensibilisation à la pollution numérique, comme les outils comme la fresque du numérique. C'est un des outils assez inclusifs, assez participatifs. Ça peut être les professeurs, les parents et les jeunes qui peuvent se retrouver au même endroit. C'est un atelier de 3 heures. C'est assez collaboratif. Il y a un set de cartes. Il y a des animateurs qui viennent avec. Normalement, c'est gratuit. Et je pense que c'est seulement payant pour les grandes entreprises, mais ça, normalement, c'est vraiment gratuit, je pense, pour les écoles. Voilà, donc on peut toujours organiser ça. Et il y a plusieurs formateurs, formatrices. Et comme ça, on apprend ensemble et alors on génère pas de conflit quand on parle de cette consommation. Et deuxième point qui est ressorti, c'est que on peut pas vraiment croire qu'on peut développer
une solution ou des bonnes pratiques qui vont répondre aux besoins de tout le monde. Parce que si vous avez vu, j'ai partagé dans le chat, je ne sais pas si le chat est aussi dans le groupe ensemble, des Screen Home Project. C'est des chercheurs qui se sont rendus compte que toutes les politiques de déconnexion, etc., c'est très difficile à appliquer parce que on n'a pas les usages sont très individuels, très personnalisés. Euh, les mêmes 3 heures en ligne pour une personne, au niveau de contenu, au niveau de fréquence, au niveau de charge émotionnelle, charge cognitive, ça n'a pas du tout, c'est pas l'équivalent pour une autre personne. Donc, c'est très, très personnel ce qu'on fait en ligne. Et c'est pour ça ils ont amené ce mot Screenome Project comme génome numérique. En fait, c'est que c'est vraiment très, très individuel. Et il faut prendre conscience de ce parcours. Et en fait, Internet, elle est basée, en fait, avec l'économie de l'attention. Le contenu qu'on reçoit, c'est le contenu personnalisé qui est basé sur nos propres euh, screen. Non, je pense que j'ai partagé dans le chat. Oui, c'est Si vous voyez. accessible dans le chat. Ouais. Et, et c'est aussi une chose à considérer. Et l'autre côté de ça, c'est que on vit pas beaucoup d'expériences numériques partagées, donc une expérience culturelle partagée, c'est-à-dire que c'est extrêmement personnalisé. Ça veut dire que chaque personne finalement vit dans son monde un peu ajusté à ses préférences et à ses intérêts. Et finalement, ça aide pas à la cohésion sociale justement parce qu'on vit pas, contrairement à la radio qu'on peut écouter ensemble ou la télé quasiment qu'on peut regarder ensemble. Quand on est toujours devant son écran, bah, c'est on vit nos émotions, nos informations, les narratifs qui passent et qui sont pas partageables avec les autres. Ça, c'est aussi un enjeu qui peut affecter justement, parce qu'on n'est pas, même en étant dans la même chambre, dans la même pièce, on vit des choses complètement différentes au niveau émotionnel, au niveau personnel. Voilà, donc il faut peut-être ramener ça comme une des raisons pour lesquelles la déconnexion ou la sobriété numérique peuvent améliorer bien-être collectif. Et troisième chose, c'est le fait que le droit à la déconnexion ou les bons usages, les bonnes pratiques pour les adultes, on ne peut pas croire, en fait, les enfants, ils voient l'exemple, ils voient si les parents sont hyper connectés, s'il n'y a pas de limite, de barrière entre l'espace familial, l'espace professionnel, si tout est perméable, donc comment expliquer aux enfants que finalement, tu peux pas rester devant ton écran lorsque moi, je consulte tout le temps mon écran parce que c'est le travail. Donc vraiment, clairement, essayer de soulever cette question dans votre entourage. Et ben, il y a des outils comme juste un message envoyé. Vous savez, on peut avoir les messages programmés. Par exemple, vous avez décidé de travailler à 3 heures du matin, mais vous envoyez votre courriel euh, pour 8 heures du matin le lendemain, pour ne pas déranger avec les notifications, les informations donc, qui peuvent émerger sur l'écran des autres au moment qui n'est pas plus approprié. Voilà, ces 3 choses. Merci Daria, beaucoup. Oui, vas-y, je n'ai pas Lucie, trouvé pardon. le lien, mais on le rajoutera aussi là, auquel tu faisais référence si c'est sur votre page du Ouais, Jamboard. Dans... ouais, mais je peux remettre, c'est juste que j'arrive pas à trouver notre chat. Il est où, notre chat? Oui, alors moi je l'ai, je peux les renvoyer. En Enfin, fait, c'est... Ok. Moi je on pensais a que déjà c'était passé à accessible. la deuxième équipe. Oui, Angélique. Ah, voilà, le chat. Alors, nous, on a mené notre réflexion et ce qui est ressorti, c'est vraiment d'avoir de l'éducation. C'est toujours un peu la clé quand on réfléchit à de la transmission, avec un volet qui va plus être pour les adultes, donc les parents, les enseignants, les éducateurs, et un volet qui va plus être orienté pour les enfants, pour les jeunes. Euh, on avait discuté du côté en fait, du côté des adultes, donc pour rejoindre ce que nous a partagé Daria. Donc, ben, il y a d'être un exemple, en fait, de montrer l'exemple, en fait.
de se déconnecter, de couper. Donc là-dessus, on est d'accord avec l'équipe 1, parce qu'on sait que les enfants apprennent par mimétisme. Mais également en fait d'avoir des propositions d'alternatives donc pour les adultes en fait de qu'est-ce que je te propose concrètement en échange de ce temps d'écran ou de ce temps que tu vas pas faire. Donc d'avoir accès peut-être à une trousse d'activités ou de projets en fait qu'on peut faire directement en fait parce qu'il y a un petit peu cette fausse croyance de bah, si j'ai pas mon téléphone je m'ennuie, mais en fait c'est simplement de développer d'autres activités. Du côté des jeunes, l'idée, c'est vraiment en fait que ça puisse être intégré dans leur apprentissage. On a fait un parallèle avec ben, tout le travail autour du recyclage, qui est autour de l'éducation en fait autour de l'environnement. On sait que c'est des sensibilisations qui ont un impact. On le voit, les enfants, les plus jeunes, ils se posent pas du tout la question. Recycler, c'est devenu une habitude. Donc, en faisant ce parallèle-là, d'intégrer la notion, en fait, et puis pour que les générations futures, finalement, elles se posent pas la question et que ça fasse vraiment partie intégrante de leur vie. Alors, du coup, ça va peut-être venir par l'école, ça va peut-être venir par la maison, ça va venir vraiment par plusieurs biais, euh, comme vraiment toutes les autres notions indispensables qu'on apprend dans l'enfance. Et bien sûr, on aimerait que tout ça, ça puisse être aussi emmené de manière ludique pour que ce soit pas en fait vu comme une punition ou comme une conséquence. Et puis aussi, donc en conclusion, on a discuté de continuer en fait de constamment susciter la réflexion. On sait que les technos, elles avancent plus vite que nos propres pensées, donc de toujours se remettre en question sur ce qui se passe. Et puis aussi d'utiliser les ressources qui existent, de pas toujours chercher à réinventer l'eau chaude, mais peut-être d'avoir comme un, un, un guide peut-être qui rassemblerait peut-être toutes les ressources existantes qu'on pourrait utiliser. Merci beaucoup, Angélique. J'en profite pour lire ce que Guy a donné. C'est vraiment intéressant. C'est une ressource qui s'appelle Pose ton écran. Donc, Guy dit en commentaire conseils, trucs, contenus, tests, ressources, tests, tant pour l'individu, la famille que les professionnels. Je pense que c'est une belle ressource à partager. Alors, donc là, on déborde un petit peu sur le temps. J'invite Maëva du troisième groupe à exprimer ce qui est ressorti. Donc nous, il y a comme plusieurs solutions qui sont ressorties. Je les ai regroupées en grands thèmes. Donc on en a un peu parlé, mais tout ce qui va être encadrement, désactiver les notifications, faire des journées sans téléphone, faire un sevrage aussi progressif. Tout ce qui va être des temps de contrôle, puis contrôle parental, ce genre de choses. Ensuite, on a été sur tout ce qui était le volet sensibilisation. Donc là, avec des campagnes, un volet campagne populationnelle, toucher aussi au niveau éducation et créer des plateformes en ligne dédiées à la sobriété numérique. On a discuté aussi à travers ça, ce volet sensibilisation, de la sensibilisation à travers le regard des enfants. Parce que on a vu un peu l'effet du pouvoir d'influence des enfants sur les adultes. Par exemple, au niveau de l'environnement, quand les enfants rentraient puis disaient bah, toi, tu fais pas le recyclage, papa, maman, alors que les voisins le font, bah, il y a un effet culpabilisateur qui est très fort de la part des enfants. Donc, s'en servir justement pour amener ce principe de sobriété numérique. Et enfin, on est allé dans ce qui a été un peu amené par le groupe numéro 2, mais créer des options autres que les écrans pour tout ce qui va être de l'attrait du loisir. Briser le réflexe, par exemple, par l'empowerment. Utiliser le numérique pour faire sortir dehors. On a une personne, j'ai perdu le nom, Charlène, qui nous disait, par exemple, que bah, aller dehors
pour faire de la danse où le début de la vidéo montrerait comment danser, puis après on couperait, puis on le ferait dehors, bah, ça peut être aussi utiliser le numérique pour ne plus utiliser le numérique finalement. Donc c'était une manière aussi intéressante quand on a discuté. Développer la culture de l'ennui. Parce que souvent, on voit sur le numérique quand on est ennuyé. Comment on peut faire ça, soit par la méditation ou pas technologie justement, mais autre pratique. Développer l'offre culturelle, parce que par exemple, dans les régions du Québec, il y a beaucoup moins d'offres culturelles que dans les grandes métropoles, donc plus d'excuses à l'ennui finalement. Et puis, le dernier point qui a été abordé, c'est à travers les travaux notamment de Démurger, c'est finalement comment on peut mettre de l'avant des études comme ça et faire en sorte qu'elles parlent au grand public. Donc peut-être pousser un peu plus ces études-là et les faire conscientiser à travers du concret des études qui ont été faites. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Maëva. Alors, ça va être la fin de la table de concertation. Sur ce même document, je vous invite, s'il y a des liens intéressants qui ont été partagés dans vos sous-groupes, à les mettre sur la slide. Je pense que c'est la slide 11. J'ai déjà mis ceux qui ont été partagés à date dessus. Ça peut être des ressources, des articles, peu importe. Et je donne la parole à Laetitia, je pense, pour clôturer cette table. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces beaux échanges. C'est vraiment très intéressant. Puis déjà une amorce de collaboration dans mon groupe. J'espère qu'il y a des beaux liens qui se sont créés aussi dans vos groupes. Et on a l'habitude de partager également la liste des participants à la rencontre et éventuellement pour faire un retour, là, vous recevrez le courriel si vous voulez contacter des personnes qui étaient présentes mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de parler. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Prochaine rencontre sous le thème Ensemble pour un accès équitable, qui sera notre thème pendant le mois numérique jeunesse en février. On vous annoncera la date au retour des fêtes. Et puis, bien, merci pour votre participation. Daria a une main levée. Est-ce que c'est pour nous saluer? Oui, n'hésitez pas. Comme je dis, pour la fresque du numérique, c'est gratuit. Et probablement, normalement, à partir du samedi, je vais te former pour être animatrice des fresques du numérique. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. Ou, voilà, je serais ravie d'organiser une fresque chez vous. Un grand merci à tous nos intervenants aussi. Puis, Maëva, qui veut peut-être dire quelque chose. Oui, moi je voulais juste vous dire bravo à l'équipe là pour l'organisation. Puis c'est bête, mais le point de dire que vous allez transmettre les contacts pour qu'on puisse connecter, ça, je trouve que ça fait de la suite à MTL Connect et je trouve que vous faites un travail fantastique et je voulais le mettre de l'avant. Donc merci pour ça. On le prend, merci beaucoup. Puis bonne journée à tous. Prenons une bonne pause santé sur l'heure du dîner. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bye.